Merci d'être à l'écoute de Radio Mali. Il est 13h à Angoulamina et région de Bouni. C'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Du lithium en quantité à Goulamina pendant 21 ans. Le ruban pour lancer la productivité a été coupé hier par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Plus grande mine de lithium en Afrique, elle va générer d'importants revenus pour le Mali. Ibrahima Traoré nous parlera de la visite du chef de l'État à Mali Lithium SA. À Kolokani et Banambas, l'Union pour lutter contre le réchauffement climatique avec des produits d'énergie renouvelable. C'est quoi cette nouvelle trouvaille que Moro Konaté nous en parlera. Le carrelage des toilettes s'est invité dans nos habitudes, mais une habitude fatale souvent avec des chutes qui entraînent des blessures, voire des hospitalisations. Dans notre dossier de ce lundi, Amine Dambélé nous dira quel carrelage choisir. Hors du Mali, pour un cessez-le-feu, en République démocratique du Congo, le Rwanda et la RDC, malgré l'intervention de l'Angola, n'arrivent plus à accorder leur violon pour fumer le calumet de la paix. En attendant une solution pour la paix en RDC, la Corée du Sud destitue son président. En sport, week-end mitigé pour les clubs maliens dans les compétitions africaines des clubs. Match nul en Ligue des Champions pour le Doliba AC et défaite pour le Stade malien Bamako en Coupe CAF. Et puis, 54 ans après Salif Keita Domingo et 17 ans après Frédéric Oumar Kanouté, l'Afrique désigne ce soir son meilleur joueur de l'année. Le sport sera l'affaire de Fotiki Tunkara en fin de journal. Voilà pour le sommaire dans un instant, les détails. Lundi 7 décembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue, je le disais dans les titres. Le président de la transition a inauguré hier la mine de lithium de Ngoulamina. Juste après, il a visité les installations de la société. Le général d'armée Assimi Goïta a pu apprécier le processus d'extraction du minerai. Il s'est particulièrement félicité de l'impact positif que cette mine devrait avoir sur la vie socio-économique du pays et du partenariat stratégique entre le Mali et la République populaire de Chine. Visite du chef de l'État au cœur de la mine de lithium de Ngoulamina avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré, Abdoulaye Diarra, Sidiki Balo et Idrissa Dambélé. Mine de lithium de Goulamina, le président de la transition dévoile la stèle de la société. C'est une roche appelée pegmatite qui contient du lithium. De quoi s'agit-il? Pour le savoir, le chef de l'État effectue une véritable immersion dans la mine. Un gigantesque site qui s'étend sur des centaines d'hectares. La visite débute par la carrière d'exploitation. De là, l'on a une vue imprenable sur la mine en question. Il est expliqué ici le processus et le procédé d'extraction du minerai. Le minerai se trouve dans la roche. Donc vous pouvez voir les machines qui sont en forage. C'est à partir de là-bas maintenant qu'on fait le forage et le dynamitage. Donc après le dynamitage maintenant, le produit est réparti en deux catégories. Cap ensuite sur la section sèche de l'usine, composée des concasseurs primaires, secondaires et tertiaires. Ces concasseurs permettent de réduire la taille des roches minéralisées. Le président Goïta découvre après le stock du produit fini, issu du concassage. L'étape suivante est la partie moulin et traitement du minerai. 350 tonnes de roches sont broyées ici par heure pour une poudre très fine. Le produit est ensuite introduit dans l'unité de traitement magnétique pour en laver tout résidu. Suivra l'étape dite de flottation. Elle consiste à l'ajout d'acide oléique et du carbone de sodium pour faire flotter le minerai de lithium appelé spodumène. C'est ce minerai qui est lavé et stocké dans l'entrepôt. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction de voir aboutir ce projet de grande envergure. Un projet qui était tant attendu par les Maliennes et les Maliens, et particulièrement la population de Boukouni et environ. Les autorités de la transition ont pris l'engagement de concrétiser les aspirations profondes du peuple malien, de faire du secteur minier un moteur de développement économique dans notre pays. La mise en marche de la mine de l'usine de Goulamina est le résultat des grandes réformes entreprises dans le secteur minier dans notre pays.
Cette unité industrielle a une capacité de production annuelle de 2,5 millions de minerais et il est attendu chaque année 506 000 tonnes de concentré de spodumène de lithium, ce qui devrait impacter considérablement la vie socio-économique de la région et même du pays. Effectivement, il va y avoir beaucoup de retombées qui vont impacter positivement l'économie malienne. D'abord, un premier chiffre d'affaires de 680 milliards est attendu et ces 680 milliards seront rapatriés au Mali et alimenteront les banques maliennes pour poursuivre le développement économique et tout ce qui concerne les activités économiques. Aussi, il y a des dividendes à hauteur de 71 milliards de francs CFA, dont 30% reviendront à l'État du Mali et 5% au secteur privé. Et aussi, il y a un investissement de 25 milliards pour le développement communautaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne la construction des routes, des centres de santé, des écoles et surtout l'énergie. Donc cela va vraiment impacter notre économie. L'usine et la carrière opèrent 7 sur 7 et 24 heures sur 24. Plus d'un millier d'employés, dont 86% de nationaux, travaillent actuellement sur le site. C'était un début de solution, mais Ciel déjà qui a 2000 emplois directs et indirects. Mais aussi, en plus de cela, il y aura un investissement de 25 milliards de francs CFA qui va permettre à nos entreprises, effectivement, tout ce qui est acheminement du carburant, tout ce qui est l'utilisation du ciment. Toutes ces initiatives vont accroître davantage l'employabilité dans notre pays, augmenter le nombre d'employés. Féliciter le ministre des Mines et le ministre des Finances pour tous les efforts déployés afin que cette mine soit une réalité aujourd'hui. Et je les engage aussi à veiller au strict respect des engagements des différentes parties pour préserver les intérêts vitaux du peuple malien. Et je voudrais aussi saluer le partenariat avec la société Ganfin et particulièrement la République populaire de Chine, qui est aujourd'hui un partenaire stratégique, un partenaire sincère et qui est resté aux côtés du Mali dans sa lutte pour sa souveraineté économique et politique. Et saluer toujours la résilience du peuple malien qui nous a permis de voir ce jour. La mine de lithium de Goulamina est une concrétisation d'une vision présidentielle et c'est un chef d'État visiblement impressionné et particulièrement fier du travail abattu qui prend congé des lieux. Goulamina, Ibrahima Traoré, Abdoulaye Diarra, Sidiki Balo pour l'ORTM. Oui, Ibrahima Traoré, pour confirmer tout cela, le président a annoncé tout à l'heure que cette mine de Goulamina va apporter, en termes d'investissement, 680 milliards de francs CFA. Financement de la production d'énergie renouvelable, le consortium d'ONG dénommé Espoir exécute depuis 2 ans un projet dans les cercles de Kolokani et Banamba. Ce projet qui arrive à échéance en fin décembre a pour but de permettre aux bénéficiaires, en majorité vulnérables, de mener des activités génératrices de revenus. Tchemoko Konaté pour les détails. Les énergies renouvelables comme moyen privilégié d'appui aux communautés vulnérables. Une dynamique enclenchée depuis 2 ans dans les cercles de Kolokani et de Banamba. C'est à l'initiative d'un consortium d'ONG faisant front commun pour la cause des plus nécessiteux. Il s'agit de l'Association malienne pour l'appui et la promotion des initiatives locales, de l'Association de soutien aux initiatives communautaires et du Carrefour au développement. Sidiki Damele, chef de file du consortium d'ONG. Le projet, c'est pour que les femmes, les exploitants agro-silvopastoraux puissent accéder aux énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. Donc nous avons fait un plaidoyer au niveau des institutions financières qui interviennent dans la localité. Mais avant de faire les plaidoyers, nous avons fait d'abord une étude qui a été restituée à l'ensemble des acteurs. Cela a permis aux collectivités d'intégrer la dimension énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire. Pour accéder au crédit, le préalable s'appelle la bancarisation des communautés, du moins celles qui en expriment les besoins. Un processus bien en cours qui se heurte tout de même à certaines anicroches, tributaires de l'octroi de fonds de garantie aux institutions financières par ce consortium d'ONG. Sidiki Dameli. L'enveloppe qui nous a été accordée, il n'y avait pas les fonds de garantie. Les partenaires qui nous financent, la fondation de Felan, Simumpu, n'a pas dans ses habitudes d'accorder des fonds de garantie. Donc, et les banques veulent avoir des fonds de garantie pour pouvoir accepter. Donc nous avons dit aux banques d'aller vers l'adoption des produits financiers. Et là, les clients qui vont pouvoir accomplir les conditionnalités liées à ça pourront avoir les crédits. Cette rencontre qui réunit l'ensemble des parties prenantes se veut un cadre d'échange et surtout de plaidoyer en faveur du financement des énergies renouvelables dans les cercles de Kolokani et de Banamba. Elle devra déboucher sur des résolutions susceptibles d'assurer la pérennité du projet, même après la durée initiale de mise en œuvre qui arrive à échéance à la fin de ce mois de décembre.
D'un atelier à un autre, cette fois-ci de renforcement des capacités en gouvernance locale, les échanges ont duré 4 jours et ont permis d'impulser une nouvelle dynamique au développement local en faveur des populations et ainsi renforcer la politique nationale de la décentralisation. Ces journées d'échange ont été initiées dans le cadre du projet de renforcement des capacités des acteurs locaux avec l'appui de la Direction générale des collectivités territoriales. Reportage Al-Mouzer Al-Kamisa Yatara. Le projet renforcement des capacités des collectivités territoriales pour un développement durable au Mali, Mali-Côte, a permis d'engager des acquis en matière de renforcement de la gouvernance des collectivités territoriales bénéficiaires. La mise en œuvre des Mali-Côte a également servi de levier d'appui pour de nouvelles perspectives. Objectif, renforcer la confiance entre les collectivités territoriales et les populations dans l'offre des services. Yacouba Traoré, président Association des municipalités du Mali, maire de Tangandougrou. Les plans ont parlé des sujets divers, allant de l'assainissement, à la gestion de l'environnement, à la gestion foncière, et à la mobilisation des ressources internes. Donc c'est avec satisfaction que nous nous sommes retrouvés ici et que durant ces 4 jours, nous avons discuté de ces divers éléments. Abdrahman Sissé, directeur général des collectivités territoriales. Faire en sorte que l'utilité sociale des communes soit comprise et que la politique nationale de décentralisation rencontre une adhésion des populations. Parce que c'est de ça qu'il s'agit et cela n'est possible qu'en ayant une gouvernance vertueuse, en ayant une gouvernance adossée sur la redevabilité, en ayant une gouvernance adossée sur les principes aussi de la transparence. Après 4 jours d'échange, les participants ont formulé des recommandations parmi lesquelles rendre irréversible la décentralisation par nos actes concrets de tous les jours au seul bénéfice des populations. Actualité hors du pays, au Sénégal, l'opposant Barthélémy Diaz a été déchu de son poste de maire de Dakar qu'il occupait depuis 2022. La raison est une condamnation pour coup mortel datant de 2017 qui le rend inéligible selon les autorités. Il y avait déjà perdu son mandat de député quelques jours après la rentrée parlementaire. Il a annoncé faire recours devant le Conseil constitutionnel et dénoncer un acharnement contre sa propre personne. En Algérie, le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de France pour répondre des accusations de déstabilisation du pays. L'ambassadeur s'est vu signifier la ferme réprobation des autorités algériennes face aux nombreuses provocations et actes hostiles français à l'endroit du pays. Selon les médias algériens, la convocation de l'ambassadeur est une mise en garde des autorités du pays. Au Nigeria, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a tenu son 66e sommet hier à Abuja. Au cours de cette session, la CEDEAO a décidé d'établir un tribunal spécial pour juger les crimes commis en Gambie entre 1994 et 2017 sous l'ancien président Yahya Jammeh. Le sommet a aussi accordé un moratoire de 6 mois au pays de la Confédération des États du Sahel AES de réfléchir avant une sortie définitive de l'organisation du Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces 3 pays ont annoncé leur sortie de commun accord de la CEDEAO il y a presque un an. Toujours parlant de sommet, on va parler cette fois-ci du sommet que le Cameroun abrite. Aujourd'hui, il s'agit du sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC. Les 6 chefs d'État des pays membres de l'organisation ainsi qu'une délégation du Fonds monétaire international FMI sont attendus à ce sommet. Ce sommet intervient alors que la région fait face à des défaillances dans la mise en œuvre des réformes recommandées selon la CEMAC. Conflit dans l'est de la RDC. Le sommet tripartite prévu hier entre le Rwanda, la RDC et l'Angola, appelé sommet de la paix, a été annulé. Le président rwandais, Paul Kagame, n'a pas effectué le déplacement à Luanda. Il dénonce l'impasse des discussions suite au refus, selon lui, de Kinshasa de négocier directement avec le groupe armé du M23. Le dit sommet devrait se tenir sous la présidence du président angolais, João Lourenço, médiateur de l'Union africaine entre les 2 pays. L'objectif était de parvenir à un accord de paix. De son côté, la RDC évoque le manque de volonté du président rwandais vers la paix. Enfin, en Corée du Sud, le Parlement a destitué Young Sek-yeol pour sa tentative d'imposer la loi martiale le 3 décembre dernier. 204 députés ont voté pour 85 contre. 3 abstentions et 8 bulletins nuls ont été déclarés selon le résultat annoncé par le président de l'Assemblée sud-coréenne. Young Sek-yeol est désormais suspendu en attendant que la Cour constitutionnelle valide ou non sa destitution. Celle-ci dispose de 180 jours selon la constitution de la Corée du Sud. L'intérim sera assuré par le Premier ministre
Yann Dunso. Nous sommes lundi et tous les lundis, dans ce journal, nous avons un dossier et ce dossier de ce lundi s'intéresse au système de carrelage des toilettes ou douches peu adapté pour certains et peut présenter des risques de glissade pour les utilisateurs. Cette glissade peut aussi survenir lorsque des matières comme le savon ou de l'eau sont versées sur le carreau. Selon les spécialistes du bâtiment, le plus souvent, les chutes sont liées au mauvais choix des carreaux. Quel carreau choisir? La réponse est avec Amine Dameli. Altine Sissi, une jeune mariée âgée d'une trentaine d'années, a trébuché en 2022 dans sa salle de bain. Elle attribue cette glissade à la mauvaise qualité du carrelage choisi par son mari. Quelques mois après mon mariage, je suis tombée dans ma salle de bain. Depuis ce jour, j'ai de terribles douleurs au niveau de mes articulations. Avec le cœur plein de regrets, Sambou Dambélé nous raconte un incident malheureux chez lui. Un visiteur est tombé dans la douche et s'est blessé. Il estime que cela est arrivé par sa faute. Un parent qui est venu me rendre visite a fait un faux pas dans la salle de bain et il a eu une entorse au niveau de la jambe. C'est à cause de ma négligence, car je n'ai pas demandé l'avis d'un spécialiste avant de poser les carreaux dans mes toilettes. J'ai utilisé le reste des carreaux qui étaient destinés aux chambres à coucher et au salon pour la douche. Après cette scène dramatique, j'ai repris le carrelage pour mettre les carreaux antidérapants. Cheikh Oumar Maïga est aussi témoin du cas de son oncle qui est actuellement hospitalisé à cause d'une chute dans sa toilette. La semaine passée, mon ongle a trébuché dans sa salle de bain à cause de son carreau-sol et du savon. Actuellement, il est à l'hôpital et je prie Dieu pour qu'il puisse s'en sortir. Alors, question, existe-t-il des carrelages pour rendre les sols d'une salle de bain moins glissants? La réponse est affirmative pour cet ingénieur de bâtiment, Cheikh Kanté. Pour parler des carreaux, je dirais que les carreaux sont classés par catégorie. On a les carreaux sol, on a les faïences et on a les carreaux antidérapants. Et pour chaque catégorie, il y a beaucoup de variétés. Par exemple, si vous prenez les carreaux sol, vous avez les carreaux polis, il y a les carreaux émaillés, il y a les grès, il y a les mats, donc il y a beaucoup de catégories. Maintenant, les faïences sont faites pour les espaces humides. C'est-à-dire que par exemple les salles de bain, pour être dans une salle de bain, on ne met pas tout sortes de carreaux. On met les faïences au mur. Les murs doivent être revêtis en faïence. Et au sol, on met ce qu'on appelle les antidérapants. Les antidérapants, ça veut dire que ça ne glisse pas. Moulay Idriss Sissé, vendeur de carreaux. Les carreaux de sol qu'on sollicite pour les salles de bain, c'est les antidérapants. Parce que c'est les carreaux qui ne glissent pas. On les vend en mètres carrés. Et leur prix aussi dépend de leur dimension. Parce qu'il y a des antidérapants qui sont 30 sur 30, qu'on appelle 30-30, 30 carrés. Et aussi, on a 40-40, 40 carrés. En définitive, une salle de bain humide crée un risque de glissade, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. Alors, pour éviter cela, il est conseillé de choisir les carreaux antidérapants pour les toilettes, de débarrasser celles-ci des résidus de savon, de ne pas rentrer dans les toilettes avec des chaussures qui ont des semelles lisses. Et lui, il est toujours dans ce journal avec des chaussures pas lisses, mais évite d'être en mode trébuchement. On va parler de sport, vous l'avez compris, il s'agit de celui que j'appelle affectueusement Doutiki Bafoutiki. Les risques de glissade quand on porte le crampon est très difficile. Fotiki Tunkara, bonjour et bienvenue. Bonjour Smanda, bonjour à tous. Week-end mitigé pour les deux clubs maliens à l'occasion de la troisième journée de compétition africaine des clubs. Mais tout d'abord en Ligue des Champions, le Djoliba accroché par Sagrada Esperança d'Angola. Oui, nouveau faux pas du Djoliba, c'est à domicile. Les Rouges de Bamako ont à nouveau trébuché au compte de la troisième journée du groupe D de la Ligue des Champions d'Afrique de football hier au stade du 26 mars de Rimadio. Le Djoliba a une fois de plus été tenu en échec 0-0 par Sagrada Esperança d'Angola avec des ballons sur la transversale, un ballon sur le poteau et bien d'autres occasions loupées. Les Rouges ont manqué de réalisme ou de réussite dans cette rencontre. Un manque d'efficacité que regrette le capitaine du Djoliba, Ousmane Diallo Santi, que je propose d'écouter au micro de Salif Drago.
Moi, je pense que voilà, on n'a pas eu la chance, déjà pour commencer. Voilà, quand on prend l'ensemble du match, pendant 90 minutes, on a eu beaucoup d'occasions. Mais malheureusement, avec nos attaquants, ils n'ont pas pu mettre un. Et je pense que voilà, nous sommes vraiment déçus. Ça fait 2 matchs d'affilée à la maison qu'on domine le match et qu'on a eu beaucoup d'occasions. Voilà, jusqu'à présent, on n'arrive pas à marquer. Le mercredi passé, on a joué le championnat. On a pu marquer 2 buts en espérant qu'aujourd'hui, on puisse marquer avec nos attaquants. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est le football. Nous sommes déçus, nous sommes tristes. On va relever la tête, on va continuer à travailler. Voilà l'expression donc de déception du Djilba AC. En tout cas, pour l'instant, les choses tardent à décoller pour le Djilba AC puisqu'après 3 matchs disputés en phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique de football, il n'y a pas encore le moindre but marqué par le Djilba AC, encore moins que de la victoire. Alors, dans l'autre rencontre donc de ce groupe D, l'Espérance sportive de Tunisie a disposé des Pyramides FC d'Égypte par le score de 2-0. La configuration du groupe ne change pas. L'Espérance reste en tête avec 7 points devant Pyramide FC, 4 points Sagrada et le Djilba AC, respectivement 3e et 4e, avec 2 points consécutifs à 2 nuls. Autre résultat de cette 3e journée, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud l'a emporté sur le Raja de Casablanca 1-0. Moudja Club d'Alger s'est incliné devant Al Hilal Omdurman du Soudan 1-0. Le Stade d'Abidjan et Orlando Pirates d'Afrique du Sud ont fait match nul 1 but partout. Manima de la RDC et Phare de Rabat ont également fait match nul 1 but partout. Les TP Mazembe et Young African de Tanzanie se sont tenus en échec également 1 but partout. La dernière rencontre de cette 3e journée devant opposer les National Al-Ali au CR Belouizdad se jouera dimanche à 16h. Vous l'avez dit, Fodji Tunkara, le Djoliba tarde à décoller. Le Stade malien a très bien décollé dans la Coupe de la Confédération, ou Coupe CAF si vous voulez. Une compétition que les Blancs connaissent bien pour avoir gagné la Coupe le 5 décembre 2009 ici à Bamako. Mais hier, le mot n'est pas très fort. Le Stade s'est fait voler par l'arbitre de la rencontre face à la Renaissance sportive de Berkane. Absolument courte défaite des Blancs de Bamako qui ont longtemps tenu avant de céder au compte de la 3e journée du groupe B de la Coupe de la Confédération hier. Le Stade malien de Bamako en déplacement au Maroc a perdu par le minimum 1-0 contre la Renaissance sportive de Berkane. But concédé à la 86e minute de jeu sur un penalty aussi inexistant qu'imaginaire converti par le Burkinabé Issoufou Dayo. Un arbitrage quand même scandaleux du Congolais Jean-Jacques Ngabondala que l'entraîneur du Stade malien de Bamako essaie de prendre avec philosophie. Écoutons Mamtou Kane Mourlé que nous avons joint au téléphone. Ça fait partie du football. Le football, il y a des hauts, il y a des bas. Je pense qu'on a résisté. Finalement, le but est arrivé. Je pense que les enfants ont été très tenaces, très coriaces. Ils ont montré qu'ils savent défendre. Ils ont montré qu'ils savent tactiquement défendre. Avec l'état d'esprit que les enfants ont fait ce match, si on continue avec cet état d'esprit, on peut aller très loin dans cette compétition. Voilà, c'était là donc Mamtou Kane, entraîneur du Stade malien de Bamako. Malgré cette défaite, le Stade malien de Bamako conserve sa 10e place avec 4 points derrière Berkane, leader du groupe avec 9 points, mais devant Stellenbosch 3e avec 3 points et CD Lunda Soul 4e avec une seule unité. C'est là parce que tout simplement Stellenbosch d'Afrique du Sud en déplacement hier en Angola est allé s'imposer 1-0 devant CD Lunda sous la sacrée performance donc des Sud-Africains qui réagissent fort et qui se relancent de fort belle manière après 2 défaites d'affilée. Autre résultat de cette 3e journée, le SM Alger a disposé de l'ASEC Mimouza de Côte d'Ivoire 3-0. Black Bells du Mozambique a battu Enemba du Nigeria 3-0 également. Bravos do Makis d'Angola s'est imposé devant les 16 Constantine d'Algérie 3-2. Simba SE de Tanzanie a gagné contre les Sex Sfaxiens 2-1. Dans le duel des Égyptiens, les Amalek a dominé Al-Masri 1-0. Orapa United du Botswana et Jaraf de Dakar ont fait match nul 0-0. Dernier point de cette page sportive, c'est le Ballon d'Or africain, 54 ans après Salif Keita Domingo, premier Ballon d'Or africain, et 17 ans après Frédéric Oumar Kanouté, dernier Malien à avoir gagné le trophée. L'Afrique va élire ce soir son meilleur joueur de l'année, même si ça reste mitigé, meilleur joueur africain, des joueurs qui ne voulaient pas sur le continent. Comme c'est le principe adopté par la CAF. Alors, ce sera donc à l'issue de la cérémonie des CAF Awards 2024 au Palais des Congrès de Movenpick à Marrakech au Maroc à partir de 18h temps universel. On connaîtra ce soir donc le nom du successeur au Nigérian Victor Osimhen, Ballon d'Or africain 2023. Ils sont donc 3 favoris sur les 5 prétendants à ce sacre titre de meilleur joueur africain de l'année 2024. Il s'agit en l'occurrence du Guinéen Chérou Guirassy,
suprématie du Nigérian Ademola Lookman et du Marocain Achraf Hakimi, alors que les statistiques plaident en faveur du Nigérian Ademola Lookman, finaliste de la CAN 2023, vainqueur de la Ligue Europa avec Atalanta et auteur d'un triplé historique en finale de la Ligue Europa. Une CrossFit a récemment alimenté les spéculations sur l'identité du futur lauréat qui serait un joueur marocain, Achraf Hakimi. L'annonce de cette potentielle victoire a été partagée par un journaliste lors d'une émission sur Al Ali TV où il a donc révélé qu'Hakimi, le défenseur du Paris Saint-Germain, serait le joueur ayant récolté le plus de votes pour le titre de joueur africain de l'année. Cette déclaration a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, alimentant la spéculation quant à la victoire donc de Hakimi, déjà très apprécié pour ses performances individuelles tant en club qu'en sélection. Cependant, il convient de préciser que ces informations n'ont pas été confirmées officiellement par la Confédération africaine de football CAF et il faudra donc attendre la cérémonie pour savoir si cette fuite va se vérifier. Est-ce qu'on se tend vers le même scénario, Rodri Vinicius, pour le Ballon d'Or européen? Bon, je pense réellement que tant qu'on parle de vote là, ça reste subjectif et là, en réalité, tout peut arriver. Tout peut arriver et à 13h25, c'est le mot qu'il faut retenir de ce lundi 7 décembre pour ce journal. 13h25 à Dramane, région Nkaï, même heure à Samégar, toujours dans la même localité. Ce journal s'achève. Il vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en ligne Fousseni Sissoko, assisté de Abse Traoré, réalisation Djouraté Diakité, Draman Sanogo, mise en ligne Badi Touré. Gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, Issata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bel après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Le rendez-vous prochain avec Fotiki Tunkara, c'est dans l'émission sportive Score de ORTM 1 à la télé. C'est à partir de 21h45. Au revoir et à très bientôt.